Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Tous. Ah, attends. Allô? Ouais. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans le 24e épisode de Lift Talk, l'After Street, petite dédicace à Baxwell le troncheur. Et aujourd'hui, on va traiter plusieurs sujets, des petits sujets comme ça à la volée sur différents aspects. Et le premier, auquel j'ai fait face d'ailleurs samedi dernier, c'était les standards de compétition. Donc ça, c'est le nom du sujet. Et pourquoi il faut se rapprocher, être au plus proche lors de vos entraînements aux standards de compète. Parce que le jour de la compète, vous allez être surpris souvent parce qu'il y aura des ordres dont vous n'aurez pas l'habitude en fait à l'entraînement. Et ça serait bête en fait que vous arriviez et que vous fassiez par exemple un PR, une performance que vous aviez prévue et que la rep ne soit pas valide parce que pendant vous avez pris des mauvaises habitudes. Et vu que en fait moi ce que je pense que Victor l'a su et tu me rejoins, c'est que le jour de la compétition, faut poser le cerveau quoi. Faut plus se poser de questions sur la technique, etc. Faut faire abstraction de ça justement pour pouvoir performer au maximum en fait. Donc toi Victor, est-ce que tu as des petites anecdotes ou des petits conseils à donner par rapport à ça, le fait Est-ce que même toi tu t'es déjà fait avoir en compétition ou pas du tout? Moi, je me suis jamais fait voir parce que je suis trop fort. Mais c'est vrai que déjà, tout simplement, connaître tous les standards de compétition, parce que on connaît souvent tendre les bras au démarrage sur les muscle-ups, sur les tractions, arriver menton au-dessus de la barre sur les tractions, descendre, casser l'appareil au squat ou au dips, etc. Ça, c'est des trucs vraiment basiques. Donc là, c'est même pas, il n'y a pas de débat, il faut les respecter à l'année systématiquement, quoi qu'il arrive. Et après, il y a tous les trucs un petit peu secondaires, mais qui peuvent tout autant invalider une rep, c'est-à-dire le respect des ordres. Et puis oui, c'est principalement ça, en fait, c'est le respect des ordres. C'est le fait d'attendre qu'on te dise de démarrer, d'attendre qu'on te dise que tu peux redescendre de la plateforme, que tu puisses re-racker, etc., etc. Et ça, ça peut être assez fatal parce que tout simplement, c'est vrai qu'on a l'habitude, souvent quand on fait un squat, qu'on a un peu morflé, on veut re-racker direct. Pareil, une dips, on a grind comme un fou, et on veut remettre les poids très vite sur la box, etc., etc. Et donc ça, c'est des habitudes qui peuvent être problématiques parce que quand on les a enregistrées et comme tu as dit, qu'on est ensuite en compétition et qu'on va justement chercher à performer et éteindre le cerveau parce que c'est l'objectif, il y a des phases d'entraînement qui sont entre guillemets dédiées au fait de justement là avoir un focus interne de ouf, se concentrer sur plein d'aspects techniques, enfin en focus quelques-uns et se concentrer dessus, etc. Et au fur et à mesure que l'intensité monte, on peut de moins en moins et c'est ça qu'il faut chercher à avoir en compétition. Plus t'es con, plus t'es bon. Ça, c'est des cas à Morgan SP, l'époque où on était à Super Physique. Donc Morgan qui disait plus t'es con, plus t'es bon, qui est une phrase très très juste. C'est-à-dire qu'en compétition, c'est ça, faut pas trop réfléchir, faut laisser parler en fait ce que tu as déjà travaillé énormément, des choses que tu as automatisées et intégrées. Donc si tu as automatisé des choses qui sont entre guillemets pas bonnes, c'est-à-dire le fait de vouloir re-racker très vite, le fait de vouloir lâcher ta barre très vite quand tu es aux tractions au muscle-up, tout simplement, tu vas te manger des no-reps très très bêtement parce que tu peux très bien avoir validé la répétition, mais si tu n'as pas attendu les ordres, c'est niqué, quoi. Donc il faut essayer pas forcément de se faire des ordres systématiquement quand on s'entraîne, mais de marquer des petits temps d'arrêt au moment justement où on est censé attendre l'ordre. Donc je me suis redressé au squat, tac, j'attends 2 petites secondes, et après seulement je vais raquer la barre, le temps de stabiliser. Et puis en plus, même d'un point de vue sécurité, le fait de prendre l'habitude de vouloir raquer trop vite, ça peut amener à des petits débordements, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cet ordre-là qui existe, qui sont de vouloir remonter en fait en se déportant vers l'avant pour pouvoir directement en fait re-raquer alors qu'on n'a pas tout à fait potentiellement fini extension de genou et extension de hanche. Donc c'est à ça que Ah, servent aussi les ordres.
Ouais, c'est aussi pour mettre en sécurité les pareurs, en fait. Exactement, ouais. D'ailleurs, moi, à ce sujet-là, je me suis fait avoir l'année dernière au squat. Sur mon deuxième essai, j'ai fait un échec et j'ai drop la barre. Et ça, c'est quelque chose en powerlifting qui est interdit, mais en streetlifting aussi, parce que ça peut mettre clairement en danger les pareurs. Imaginez, il se reçoit plus de 200 kilos sur les pieds. Enfin, voilà, quoi. Donc, pour petit rappel, en gros, les fins de mouvement sur les 4 mouvements, c'est muscle up, fin de la dips en haut de la barre, bras tendu, vous attendez le down. Les tractions, le down aussi, quand vous avez effectué la traction et vous avez fait l'excentrique, vous êtes bras tendu toujours avec l'appréhension de la barre avant de lâcher la barre. Et puis les dips, c'est à la fin de la dips bras tendu pour après vous remettre les poids sur la boxe. Et le squat, c'est flexion, extension complète de genoux et stabilisation de la barre avant le row rack. Donc ça, c'est des trucs, comme tu disais, Victor, c'est peut-être pas nécessaire à l'entraînement qu'il y ait quelqu'un qui vous dit continuellement les ordres. Ça, c'est plus un truc à utiliser, je dirais, en fin de préparation. C'est ce qui se voit souvent. Mais même là, ce week-end, j'ai fait traction et squat. Alors, le squat s'est bien passé. Et les tractions sur le troisième essai, bon, je ne l'aurais pas validé parce qu'il manquait 1 centimètre pour le passage du menton. Mais comme un con, en fait, j'ai lâché la barre. Et quand j'ai fait après, j'ai pris du recul, j'ai fait une introspection. Je me suis rendu compte que pendant mes entraînements, surtout quand j'avais des top singles lourds, je lâchais direct la barre après la traction. Donc ça, c'est un truc, bon, bah voilà, c'est vraiment bête. J'aurais passé le menton, bah voilà, ça aurait été invalidé juste à cause de ça. C'est dommage. Et c'est justement des erreurs que font souvent les débutants. C'est ne pas écouter les ordres. Enfin, ça fait partie en fait ouais, du fait de ne pas écouter les ordres. On voit souvent des gens même qui bullent en fait dès le premier mouvement ou sur l'un des mouvements juste parce que les ordres n'ont pas été respectés. Donc vraiment, ça aussi, tu l'as dit, prenez connaissance des règles en amont pour pas être surpris le jour J, quoi. Donc ça, c'est un truc important, c'est un truc auquel on est tous confrontés. Et en fait, avec l'expérience, bon, bah, c'est quand même quelque chose qu'on évince des erreurs possibles. Donc voilà, petit point là-dessus rapide. Je sais pas si tu avais des trucs à rajouter, Victor. Bah, toujours dans l'aspect compétition, juste un autre petit truc, ce serait d'avoir ces repères sur les 4 mouvements, ces repères de setup. C'est-à-dire que sur le squat, normalement, on doit demander la hauteur de barre que vous voulez, la hauteur de rack plutôt, le réglage, etc. Et donc, bah, déjà, si vous connaissez à l'avance votre hauteur de rack, c'est bien. Une hauteur de rack sur laquelle vous entraînez, si vous avez un comp rack déjà de base, bon là, c'est merveilleux, mais on sait que c'est pas hyper fréquemment le cas. Mais si par exemple, je sais pas, vous pouvez essayer d'avoir un vrai repère très objectif, par exemple en vous tenant debout droit, voir à quelle hauteur à chaque fois vous raquez votre barre, par rapport à votre épaule, et ben ensuite de pouvoir reproduire exactement la même quand vous êtes sur le réglage et qu'après qu'on vous remette du coup cette hauteur-là qui vous convient vraiment, par exemple. Parce que parfois, quand on fait les réglages, on fait les réglages barre à vide. Donc on déraque la barre, on se dit oui, bon, bah, j'arrive à la déraquer, ça va, je suis bien. Alors qu'en fait, potentiellement, peut-être que c'est pas exactement le cas parce que, en plus, on est un peu hype, on n'est pas tout à fait, c'est des trucs, c'est pas les trucs auxquels on pense directement généralement quand on fait sa compète. En plus, on est sur son dernier essai, c'est le squat, et cetera. On pense plus, à se dire: «Est-ce que, la hauteur de barre est bien?» On se dit: «Il faut que je fasse un truc de ouf, et cetera, donc il faut que je me hype, machin». Sauf que si tu sors la barre et d'un seul coup, enfin, d'un seul côté, tu accroches le rack parce que tu la sors pas bien, parce que tu as voulu, régler trop, parce que, bah, tu connaissais pas ta hauteur et que tu accroches le rack, paf, ça te fait sortir décalé, ça peut te manger de la force, et cetera. Pareil, si aux tractions ou au muscle up, tu démarres, tu pas assez haut en fait et que du coup, tu es sur la pointe des pieds de ouf, pour essayer d'attraper la barre, tu pas du tout confort, tous ces setups là. Donc tous ces aspects-là, faut vraiment pas hésiter à, et puis même, une fois que vous êtes positionné, ça j'en parle, de pure connaissance, Marco peut en attester. Une fois que vous êtes positionné, si vous estimez que le placement n'est pas le bon, parce que peut-être que aussi comment on appelle ça, les spotters n'ont pas remis le placement qui est le vôtre parce qu'il y avait celui de quelqu'un avant, etc. La hauteur au dips, enfin n'importe quel truc, et que du coup vous vous placez, que vous n'êtes pas bien,
et ben ne vous dites pas ok, c'est pas grave, nique sa mère, Ça je fais va quand le même. faire. Voilà, c'est ça va le faire. Surtout pas, parce que ça va peut-être le faire, mais au mieux, vous ferez la barre plus difficilement et bon, bah, ça passera peut-être, mais ça vous cramera peut-être pour la suite. Et au pire, vous la raterez carrément et là, ça peut vous niquer votre match. Donc, pensez bien à ça. Quand vous êtes en compétition, mais même à l'entraînement d'ailleurs, il faut que le setup par rapport au matériel que vous avez soit le plus confort possible. Il faut que vous vous sentiez bien quand vous faites Ouais, vos lifts. Ça, c'est très important. ouais. Si vous avez perdez 30 secondes, c'est pas grave. Vous dites au pareur ou au staff, voilà, déplacez-moi la box, remettez-moi un bumper ou un step, etc. Et puis par rapport aussi, petite précision à la hauteur de barre sur le squat, quand vous arrivez à la compète ou enfin ça dépend des organisations. Mettez bien vos chaussures de squat aussi, si vous avez des chaussures d'haltéro, parce que ça aussi, on peut avoir des surprises après. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc voilà pour les standards de comp. Et le deuxième sujet, ça concernait le rebond au squat et au Squat dips et au dips. aussi. On peut les Donc traiter un peu séparément parce que c'est pas pareil, mais vas-y, fais le squat et je ferai le dips. Alors. bon, on va faire tous les 2 le squat, on va faire tous les 2 les dips. Bon, allez, vas-y. Allez, donc commençons donc par le squat, puisque tu as mentionné le squat en premier. Donc sur les exercices de poussée, leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont précédés par une excentrique. Une excentrique, donc ça on en a déjà parlé dans les précédents podcasts plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'accumulation d'énergie où on va chercher à donc de la même manière qu'un arc, où on va chercher à tirer la corde pour ensuite lâcher la corde, que la flèche parte très vite, et ben accumuler de la tension. Et ensuite donc la restituer de la même manière que la corde, comme un ressort. Sauf que si on cherche à accumuler la tension trop vite, très vite, et ben, on va se faire écraser en fait par la charge. La corde de l'arc, par exemple, casserait. Et donc, c'est une notion technique qui est importante à prendre en compte, et sur les squats et sur les dips. Aussi pour un aspect de gainage, parce que si on cherche à trop accélérer la descente, en plus de s'exposer à un risque de blessure plus important au niveau pec-épaule, et ben, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, on va perdre notre gainage. On va arriver en bas de notre squat, prêt à repartir, à inverser la force, parce que du coup, bah, quand on descend, forcément, bah, il y a cette force où la barre est plus lourde que la force qu'on produit, et ensuite on va chercher à produire une force qui est plus lourde que la barre quand on va commencer à remonter. Et ce moment-là, c'est le moment où, en gros, la contrainte sur le gainage est maximale. C'est justement la force, entre guillemets, s'inverse. Et donc, si en plus, il y a une accélération, c'est-à-dire que la charge bah, a un ressenti du coup qui est plus lourd, parce que si forcément je me laisse tomber avec, le ressenti sera plus lourd, moi je vais avoir une déformation qui sera importante, ce qui fait qu'il y a de grandes chances que mon gainage cède et que je subisse la rep beaucoup plus. En revanche, il y a quand même une notion à prendre en compte, c'est la notion que nos muscles ont des composantes élastiques au niveau de leur tissu conjonctif, c'est-à-dire les tissus périphériques, et puis même les fibres musculaires en elles-mêmes ont ces composantes-là qui leur donnent ces aspects justement, à proprement parler, élastiques. Et cet avantage-là, c'est qu'en fait, ça permet de produire une force via des réflexes donc comme leur nom l'indique, bah, qui sont des réflexes, c'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir un circuit court au niveau du système nerveux qui va permettre en fait de solliciter potentiellement plus d'unités motrices. Et le fait de justement aller chercher un petit peu de rebond en réaccélérant la fin du mouvement, et ben, ça va permettre de rendre plus fort. Mais après, c'est quelque chose donc, que les gens vont faire plus ou moins intuitivement parce qu'ils savent ça. Sur des charges légères, ça, ils peuvent le faire de manière assez grossière et en bénéficier. Mais quand les charges deviennent trop lourdes, s'ils le font, ils se font tomber de trop haut, et ben là, ils subiront énormément. Donc, il faut trouver ce bon compromis en fait entre tension et rebond pour et qui soit reproductible donc sur des charges élevées, parce que si vous faites votre 4x8 avec du rebond et que vous êtes bien, c'est super. Mais ensuite, quand vous ferez une top single lourde, est-ce que vous pourrez faire de la même manière? Bah, si c'est pas le cas déjà, faites pas ça sur votre 4x8 parce que vous prenez une mauvaise habitude. Vous pouvez essayer de vous entraîner à prendre un peu de rebond, mais de manière contrôlée et vraiment à la fin du mouvement. En gros, moi, mon repère, c'est quand je sais que je vais casser la parallèle, au moment où je suis à la parallèle, et ben, c'est là où je réaccélère un tout petit peu pour justement redémarrer plus vite. Voilà. C'est premier truc que j'aimerais dire dessus. Après, je te laisse rebondir et j'aurais peut-être d'autres trucs à dire. Bah, ce qui est marrant, c'est que j'ai la même méthodologie au niveau, comment dire, par rapport à ce que je dis en fait aux personnes que je coach. C'est ça. Alors moi, je prends l'arc. L'arc, c'est très très bien au niveau de l'accumulation de la tension sur la phase excentrique et la restitution quand on lâche. En fait, c'est là où il faut
le bois, c'est là où on voyait en bas. Et c'est vrai que ça, c'est une erreur fréquente chez les débutants qui n'ont pas cette conscience-là de contrôler la phase excentrique et contrôler aussi, j'aimerais mettre quelques détails là-dessus, c'est pas du tempo non plus. Faut pas faire Oui, du tempo pour justement pas trop se cramer. Faut avoir la bonne proportion. Mais le fait de mettre en tension, ce que j'aime bien faire sur les par exemple, vous faites du goblet squat avec, je sais pas moi, un disque de 20 kilos, et c'est vraiment cette capacité aussi à mobiliser tous les muscles qui vont intervenir sur votre mouvement. Par exemple, sur le et normalement, vous êtes en mesure de pouvoir vous mettre en fait sous tension sur la phase excentrique. Et ça, c'est plutôt un truc, je dirais, à la limite de bodybuilder. Parce que c'est aussi le ressenti, la connexion cerveau-muscle. ouais, c'est vrai. C'est un peu ça, en vrai. C'est exactement ça. Et je dirais aussi, par exemple, sur le squat, et je ferai après les dips, la phase excentrique, elle se passe aussi vachement au niveau D'ailleurs, j'ai fait une publication là-dessus aujourd'hui sur la chaîne postérieure. Votre tension, elle va être énormément sur la chaîne postérieure. Les ischios sur l'excentrique, le cul sur l'excentrique, ils ramassent mais beaucoup, quoi. Donc ça, c'est sur le squat. Et sur les dips, en termes de warm-up, si je peux vous donner comme ça des tips, c'est essayer de mobiliser un peu beaucoup, enfin sans vous cramer, bien sûr, le dos et les trapèzes inférieurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est me mettre assis et mettre un élastique en hauteur et faire celui-là là, pour le trapèze sur mes dips, parce que sur les dips, du coup, la tension vient vachement du dos aussi, et bien évidemment des pecs, etc. Ça, c'est clair. Mais voilà, pour le rebond, c'est ça. Après, en fait, on pourrait aussi faire un parallèle avec le rebond qu'utilisent par exemple les haltérophiles, parce que ça, c'est un truc, on n'en parle pas souvent. C'est une technique propre à cette pratique-là. Moi, j'ai pas tout le bagage technique pour vous expliquer dans le détail pourquoi c'est plus intéressant en haltérophilie et pourquoi c'est moins intéressant en powerlifting. Toi, je sais pas, Victor, si tu as un avis là-dessus, mais Si, si, bah, c'est parce que c'est possible, en fait, tout simplement. Parce que si tu veux, quand tu fais un power clean, un squat clean, et que ah, tu reçois ta barre, parce que Victor est coach de CrossFit, faut le préciser. Et donc, ah, du coup, voilà. il a des grosses notions en haltérophilie. D'ailleurs, si vous voulez vous faire coacher en haltéro, allez voir Victor. Voilà, puisque de toute façon, tout le monde peut coacher dans toutes les disciplines, donc comme ça, moi, je peux coacher en haltérophilie. Des champions et tout, hein. Venez, hein, si vous êtes très fort, si vous arrachez, moi, de toute façon, je ne coach pas des mecs qui arrachent pas au moins 130. Ça, faut le savoir, quand même. Donc, ça, ne venez pas me voir, en fait. Si vous arrachez pas 130, déjà, ça sert à rien. Mais bref. Et du coup, faut se dire que sur un squat clean, quand vous allez recevoir la barre, et ben, la contrainte en fait du clean, donc c'est-à-dire de l'action du deadlift et de monter la barre enfin pas jusqu'aux épaules parce que vous chutez en dessous, mais la montée quand même haute, quoi, tout simplement. Et ben, ça crée une contrainte qui fait que le squat clean vous mettrez beaucoup moins lourd que votre front squat en fait. Ce qui fait que la charge, et ben, c'est une charge qui, comme ce que je disais avant, est largement maîtrisable avec du rebond. C'est-à-dire que les mecs, je sais pas, ils squat clean avant de faire leur jerk, ils squat Ouais. clean 150, 160, mais le mec, ça se trouve, il a un front squat à 200 en fait. Donc à 200, certainement qu'il n'a pas le même rebond qu'à 150, 160, mais 150, 160, c'est encore largement possible pour lui de le faire. Et vu qu'il y a cette réception de la barre, donc cette action où justement tu vas te faire très vite écraser par la barre, parce qu'il y a cette notion de vitesse, vu que tu montes très vite la barre, c'est tout en inertie l'haltérophilie. Donc tu montes très vite la barre, tu la reçois, et tu vas chercher souvent un double rebond en bas parce que tout simplement tu vas avoir un premier rebond de stabilisation, ensuite un deuxième où là qui va te servir réellement à remonter. Et donc, c'est pour ça, parce que c'est largement réalisable avec ces charges-là. Parce que, Et comme ce que puis, je disais, et puis, nous, c'est possible aussi. et puis aussi à la réception en bas, il faut passer sous la barre et pas le passer en power.
Et ce qui fait que bah, forcément, tu dois aller beaucoup plus bas qu'un squat de powerlifter aussi. Ah oui, c'est ça aussi, Donc, oui. Sûr. c'est ces deux choses-là, en fait, qui font que, en gros, c'est un peu nécessaire de jouer sur le rebond en haltéro. Mais enfin, alors à très haut niveau, j'ai jamais vu quelqu'un faire des rebonds au squat en power. Mais à des niveaux nationaux, j'ai déjà vu des mecs faire des rebonds, ça se voit de temps en temps. Mais pour moi, c'est que le mec a pas toutes les connaissances pour vraiment performer, optimiser la performance. Après, c'est toujours, tu vois, il y a rebond et rebond, tu vois. Il y a des mecs qui squattent plus ou moins en tension. Tu as des mecs, comme tu disais, tu vois, et pareil pour les dips, qui font quasiment un tempo, en fait, sur leur squat ou sur leur Ouais, dips avant de faire leur concentrique. Et là, tu vois, c'est là où on en revient à la notion d'individualisation. C'est-à-dire que ces mecs-là, comme on a dit avant, bah, faites pas un tempo sur vos squats, sur vos dips pour votre excentrique, donc soyez pas dans l'extrême inverse. Mais en fait, pour ces mecs-là, s'ils le font et que ça leur convient, bah si, faites-le vraiment. Surtout s'ils ont un gros niveau, tu vois. Après, si c'est des mecs qui ont un niveau moyen, ils font une dips à 80, bon bah c'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et que les mecs ils font leur dips avec 4 secondes d'excentrique et ils disent ouais mais je me sens mieux comme ça. Bon bah peut-être que c'est qu'il y a des aspects de placement, etc., qui font que le mec il n'arrive pas à accumuler de la tension plus rapidement et qu'il bénéficierait d'accumuler l'attention plus rapidement. Par contre, si le mec il fait une dips à 140 avec un tempo, bon bah c'est peut-être que quand il force, voilà, faut qu'il fasse son tempo et c'est comme ça qu'il est bien. Et s'il a ouais, 140, il y a des chances que ce soit légitime entre guillemets qu'il fasse son tempo. Même si c'est toujours possible que ce soit pas le cas, l'optimisation elle n'est pas exclue pour les mecs qui ont un très bon niveau. Mais disons que voilà, il faut quand même garder cette ouverture de se dire il y a les lignes directrices globales et après il y a des individualités pour chacun, quoi. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, quelle semi-technique tu utiliserais au dips et au squat pour quelqu'un qui a un problème au niveau de l'excentrique et qui se laisserait trop tomber? Ah, ça pareil, on en a déjà parlé, mais ce serait, alors, je vais faire une réponse même, un peu plus globale encore que ça. Parce que du coup, quelqu'un qui se laisserait trop tomber, pour répondre simplement et rapidement, bah, tu peux utiliser du tempo, du posé ou du tempo avec du posé, genre, bah, 5 quelque chose et 0 ensuite à la remontée. Et après, tu as aussi le format de quelqu'un justement qui, sait pas utiliser du tout le rebond et qui lui, naturellement, fait quasiment du posé. Ça arrive aussi. Des mecs qui, descendent, qui font une pause et qui remontent. Ça arrive pas mal. Et du coup, bah, là, pour ces mecs-là, je leur ferai faire des tempos sans pause. Je leur ferai faire aussi du stato dynamique, parce que souvent ça aide pas mal, à aller chercher un léger rebond et ce seraient les variations que je privilégierais. Donc après, en fonction de votre cas, si justement vous, vous sentez que quand vous arrivez sur du lourd, vous n'arrivez pas à faire autrement quasiment que du posé, et ben, vous pouvez peut-être bénéficier du tempo, sans pause et du stato dynamique pour, travailler un petit peu ça. Et si par contre vous laissez tomber comme des chaussettes en bas, bah, c'est qu'il y a de grandes chances que vous soyez faible sur l'excentrique et ça vient souvent des mecs qui ont fait beaucoup, beaucoup d'endurance avant, pas mal de set and reps et qui ont cette habitude en fait d'enchaîner très vite les répétitions et de négliger beaucoup l'excentrique. Ou super physique. Bah, c'est un peu set and rep aussi, tu vois? Donc c'est un peu le Ouais, même ouais, principe. Moi, j'étais totalement dans ce cas-là, hein. J'étais totalement ouais. dans ce cas de figure-là. Bah, moi aussi, hein. Bah, moi, je m'en rappelle sur les dips, c'est un mouvement sur lequel j'ai le plus galéré au niveau justement de l'excentrique et le fait de Ah ouais, ouais. mettre de la tension. Et c'était dû à l'exécution que j'avais pris pendant des années et se défaire de ça. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, prenez les bonnes habitudes dès le départ, vous allez gagner un temps fou, quoi. C'est ça. Bah, moi, je sais que quand j'avais introduit le tempo dips, et que je faisais des tempos pas hyper longs, genre 3 secondes de descente, bah, à chaque fois quand je me filmais, je faisais jamais 3 secondes en fait. Parce que 3 secondes, ça me paraissait interminable. Et là maintenant, je fais des tempos de 5 secondes, et genre Avec un ça va, métronome. avec un métronome absolument. Ça, j'ai toujours fait avec un métronome. Mais, je fais ce tempo de 5 secondes avec des charges qui sont quand même assez importantes et ça va très bien quoi, je le gère bien. Parce que c'est vrai qu'en fait, si tu es habitué, ça c'est un profil, bah, c'est typiquement le profil haltéro en fait. Et quand on veut être fort, dans le sens fort, comme en force athlétique et comme en street lifting, et ben, faut pas ce profil-là. Ce profil de justement, qui est donc lié avec le rebond et cetera, de produire beaucoup de force en fait en démarrage. Parce que ça pareil, c'est lié à la manipulation de charges qui dans l'absolu sont légères pour vous. Comme j'ai dit, l'haltérophile, il va faire son clean, pour reprendre le même exemple. Il va faire son squat clean. Bah, quand il va faire son squat clean, il va faire quoi? Il va faire un deadlift, ensuite il va faire un front squat globalement. Et ben, le mec, la charge qu'il va faire avec son squat clean
et ben son deadlift, son RM, il est beaucoup plus élevé, et son front squat, son RM, il est beaucoup plus élevé qu'au squat clean aussi. Donc en fait, le mec, il manipule une charge sur un mouvement combiné de ces deux mouvements-là, mais qui est finalement bien plus faible que celle qu'il est capable d'utiliser. Et donc ce mec-là, bah, justement, en fait, il va produire une force colossale au démarrage quand il va commencer à tirer la barre, et ensuite il va produire une force colossale avec un rebond en bas pour revenir remonter en haut de son front squat. En fait, les mecs, c'est que ça. Ils produisent beaucoup de force en début d'amplitude, en fait. Parce que, justement, et c'est pareil pour les mecs qui font du set and rep, c'est pareil pour moi avant et Marco aussi, j'imagine, quand on faisait super physique et du coup, bah, du set and rep sur des mouvements de muscu, et ben c'était le même principe. C'est-à-dire que moi, je savais pas grind, en fait. Je savais pas grind du tout. J'étais dans ce profil-là de je faisais des reps, je faisais des reps, je faisais des reps. C'était des charges qui étaient dans l'absolu légères pour moi. Du coup, j'avais par exemple, je sais pas, je pense au DEP couché, j'arrivais à générer vite beaucoup de tension avec les pecs en démarrage du mouvement. Et d'un seul coup, et ben, ma barre, elle montait plus. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à... Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, sur lequel je voulais rebondir. C'est j'arrivais pas en fait à réenchaîner épaule triceps direct. C'est démarrage pec, et après, si ça passe pas au point dur avec l'inertie que j'ai créée au démarrage, et ben ça passera pas en fait. J'étais pas capable de grinder parce que bah j'avais pas entraîné. Bah, c'était en quelque sorte c'était optimisé pour ce que je faisais, parce que si je savais grinder, si je faisais toutes mes reps lentement, et ben j'en aurais fait moins parce que le temps sous tension il aurait été plus élevé, j'aurais été moins explosif, ça aurait pas été bon. Mais pour de la force, c'est les tracteurs pour moi, c'est les mecs ce que j'appelle les tracteurs qui sont les plus forts, c'est-à-dire les mecs qui peuvent te monter des reps en je sais pas combien de temps, qui sont globalement plus en tension qu'en rebond, en réaction. Et donc, c'est ces profils-là, quoi. C'est les mecs qui arrivent à produire une force que j'appelle donc continue. Parce que quand on fait son rebond en squat en bas, eh ben, on a son rebond, et globalement, les muscles, comme tu l'as dit, toi, tout à l'heure, bah, c'est les muscles de la chaîne postérieure, en fait, qui vont intervenir. Donc, fessier et un petit peu ischio dans une moindre mesure. Et en fait, le point dur qu'on va obtenir direct après son rebond, eh ben, si on n'arrive pas à enchaîner cuisse et à être très fort en cuisse rapidement, même si évidemment les fessiers continuent d'intervenir, eh ben, on sera pourri. Donc si on a des cuisses de merde, ou si on n'arrive pas à les activer sur la deuxième moitié de son squat, eh ben, on ne saura pas grind et on sera moins fort. Et pareil pour les dips, mais avec les triceps du coup. Ouais. Voilà, vous savez tout sur les rebonds, donc faites plus trop Ah. de rebonds, les gars. Ou alors, faites-le intelligemment et de manière mesurée, quoi. Voilà, dans une certaine mesure. Et c'est individuel. Voilà. Et donc, le troisième sujet, c'était straight set vs top set. Donc un sujet programmation. On essaie de vous faire des sujets de différentes catégories, si vous remarquez. Le premier, c'était règlement slash compétition. Là, donc, c'était technique. Et là, maintenant, c'est programmation. On est comme ça, nous, on veut vous apprendre des trucs surtout. On est polyvalent. On donne, voilà quoi. Ah, mais nous, on s'arrête pas de donner, quoi. C'est comme ça, on se régale de ça. La générosité. Ah bah Et c'est. ouais, bah du coup, straight set vs top set, bah écoute, vas-y, hein, je te laisse commencer. Et ben en gros, c'est pas forcément pour. Alors déjà, c'est là que j'allais me lancer dans le truc, mais déjà, avant tout, Qu'est-ce que c'est? voilà, définir les choses. Straight set, c'est quand on fait plusieurs séries avec le même nombre de répétitions, avec la même charge. Donc le truc, bah tiens, le format roi de straight set en force, entre guillemets, c'est le genre le 5-5 en fait, c'est genre le truc classique. Et son implication la plus basique, c'est-à-dire 5 séries de 5 avec X%, j'en sais rien, je sais pas, j'imagine. Au feeling, j'aurais dit, je pense que le truc qui doit être appliqué, ça doit être genre 75 ou 80%, je pense. Et après, il doit y avoir une progression de plus X% pendant je sais pas combien de temps, bref. Donc en gros, bref, admettons 5 séries de 5 à 100 kg au développé couché. Voilà, ça c'est du straight set. Et un format top set back-off, c'est une série de 3 à 115 et 4 séries de 5 à 100 kg à nouveau. Donc top set, la série de 3 à 115 qui est plus lourde, et back-off, les séries de 5 qui suivent à 100 kg, donc elles qui sont plus légères, et généralement donc au même poids, même si après, bon, il peut y avoir plein de trucs qu'on peut faire, hein. Il peut y avoir entre guillemets plusieurs top sets. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça, de faire genre, je sais pas, une série X à telle charge, une série X à une charge inférieure, et ensuite seulement des back-off, admettons. Bref, voilà, pour donner des idées. Et en gros, l'idée, c'est que en programmation, généralement, on va utiliser les bénéfices de l'un par rapport à l'autre. Et ben, c'est que straight set, l'intérêt, c'est qu'on va répéter pas mal de fois, souvent, enfin, ça c'est vrai, mais on va répéter pas mal de fois, en tout cas, une même charge, une charge qui sera plus ou moins élevée. Donc, par exemple, le focus sera pas mal technique parce que bah, à chaque fois, on aura la même charge, on sait à quoi s'attendre sous la barre.
on va faire 4 séries de, je sais pas, 5-6 reps, admettons. Donc, entre guillemets, pas mal, entre gros guillemets, de reps. Donc, ça va permettre de répéter pas mal de fois le mouvement et donc de l'enregistrer plutôt bien. Et après, admettons, on pourrait faire aussi un 4x2. Donc là, ce serait moins de reps, mais forcément, la charge serait plus élevée. Mais le focus pourrait être le même, c'est-à-dire d'avoir une volonté donc, de bosser la technique, mais avec des charges tout simplement plus élevées pour avoir un transfert, etc. Même s'il y a aussi une volonté force, etc. Bref. Et c'est pour grossièrement définir les choses. Et straight set back-off, eh ben, c'est le fait d'avoir une série lourde, donc d'avoir des adaptations centrales un peu plus importantes, centrales donc au niveau nerveux, pour vraiment développer la force de manière plus directe. Ensuite, back-off, pour un travail, là justement, ce travail technique et ce travail aussi volume pour l'aspect aussi un peu hypertrophie. Donc un truc un peu plus complet, on va dire. Donc le questionnement qu'on avait, qu'on voulait aborder, c'est est-ce que justement le format qui paraît un peu plus complet, c'est-à-dire top set back-off, serait pas plus pertinent de manière permanente, systématique? Est-ce que ça sert vraiment de mettre des straight sets? Est-ce que ça sert vraiment de faire des blocs peut-être entiers avec des straight sets, donc sans top set, etc. Si oui, sinon, plutôt, dans quel cas est-ce que les straight sets pourraient être incorporés, pourraient être intéressants, plus intéressants du coup que les top sets back-off? Voilà, c'était globalement pour poser un peu le décor. Est-ce que tu veux répondre un petit peu à cette question, mon beau Marco? Ouais, j'ai pas mal de trucs à dire là-dessus. Déjà par rapport à ce que j'ai pu expérimenter sur moi et les personnes que je suis, au niveau de ces deux approches qui sont complémentaires, forcément, comme vous l'avez compris. Donc moi, en fait, j'ai un peu une vision compétition et une vision phase préparatoire, pré-compétition, que je distingue je fais bien la distinction de ces deux choses-là. Dans la phase préparatoire, je considère, et c'est de la logique, qu'il faut se rapprocher aussi assez fortement de ce qu'on va produire lors d'une compétition. Donc les top 7, c'est hyper utile, et je dirais même au-delà des top 7, les top singles, c'est sûr. Donc la question ne se pose pas. Après, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est à quel moment il faut faire intervenir les top 7. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on commence une phase préparatoire, c'est ce que j'ai déjà fait faire d'ailleurs, où il n'y a pas du tout de top 7. Par exemple, sur des prépas très courtes, où on décide en fait, après, c'est plutôt de la stratégie, de peut-être un peu plus construire sur le début du bloc préparatoire, et ensuite incorporer les top 7 ou les top singles plutôt vers la fin, assez tardivement. C'est deux stratégies qui peuvent se valoir, et ça, en fait, c'est aussi individuel, parce qu'il y a des gens qui sont rassurés par le fait de faire des top singles et top 7, parce qu'ils se disent comme ça, le jour de la compète, je vais pas être déstabilisé. Et à l'inverse, il y en a qui peuvent s'en passer. Et puis après, donc, je parlais de ces deux phases-là, et la phase pré-compétition et hors compétition. Et hors compétition, je serais plutôt dans une stratégie de construction. Donc pour moi, les straight sets seraient plus appropriés. Pourquoi? Parce que si on fait des top sets trop souvent, et surtout, ça va fortement impacter les back-off sets, enfin les straight sets, euh, parce qu'en fait, on va mettre une grosse intensité sur un top single ou un top set, et fortement diminuer. Enfin, le nerveux va se casser la gueule assez rapidement, sans même en fait qu'on fasse de séries vraiment de travail. Et là aussi, je pourrais faire aussi une petite parenthèse en disant que les top singles, c'est pas de la construction. C'est plutôt une préparation à une compétition, mais c'est pas avec des 1RM qu'on construit la performance. Ça, on vous l'a déjà dit aussi plusieurs fois dans d'autres podcasts. Donc, sur les phases, en fait, moi, ce que je dis toujours, fais-moi part de ton envie. Par exemple, si vraiment tu sens que tu vas faire un hors prog
Et là, et dis-moi, vas-y, fous-moi un top single en fin de bloc ou un truc comme ça, histoire que je me teste un peu et que ça me fasse plaisir et que ça me drive un peu. Et à l'inverse, il y a des gens, ils peuvent s'en passer complètement. Moi, je sais qu'avant, il fallait que je sois rassuré en permanence. Et maintenant, bon, bah, c'est plus le cas. Je me dis, voilà, je préfère vraiment miser sur la construction. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier et il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est que là où vous allez construire le plus, pour moi, c'est sur des straight sets parce que vous allez avoir la force, le nerveux, en fait, le verre, il va être plein et utilisable uniquement pour le straight set. Alors que si vous faites d'abord un top set, bah, vous prenez peut-être, je sais pas, un tiers du verre déjà. Donc, je pense que Victor, il me rejoint assez là-dessus. Mais donc, du coup, c'est individuel, ça dépend du moment et ça dépend aussi de comment vous réagissez. Par exemple, moi, je sais que sur les mouvements, et c'est un truc que j'ai observé même sur d'autres personnes, sur les mouvements de poussée, quand on fait des top sets, ça impacte beaucoup plus les back offsets que sur des mouvements de tirage, par exemple. Je sais pas si toi, t'avais vu ça aussi de ton côté, Victor, notamment sur les poussées du haut du corps, les dips ou même le bench pour les provers, ça impacte énormément la suite de l'entraînement. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire là-dessus. Très intéressant. J'ai bien aimé. Non, mais globalement, moi, je suis assez dans la même lignée. C'est-à-dire que j'ai fait cette erreur justement de planifier pour moi et pour les autres trop de top 7. Mais c'est intéressant. En fait, il faut voir je les mettrais pas forcément que dans des phases préparatoires à des compétitions, etc. Parce que s'il y a des gens qui font pas de compétition, donc ça voudrait dire ne jamais leur remettre. Mais disons que les cas de figure où je vais mettre des top 7, concrètement, donc l'intérieur du top 7, c'est quoi? C'est comme on a dit, c'est des gains de force un petit peu plus rapides, un petit peu plus directs, parce que justement, on va aller chercher sur une seule série, donc ça va être moins sollicitant, puisque l'effort il sera pas à reproduire aussi. Souvent aussi sur des rep range plus courts, donc souvent des top 7. Évidemment, ça peut être plus, mais souvent c'est 1 à 3 reps en fait, donc 3, 2, 1, une single, un doublé ou un triplé, même si ça peut être plus, hein, évidemment, mais le plus souvent traditionnellement c'est ça. Et du coup, ça permet d'avoir des adaptations centrales, point de vue nerveux, donc développement de la force spécifiquement, qui sont un peu plus importantes. Ce qui peut ensuite se répercuter si, admettons, ça dépend comment on fait sa programmation, mais si on a 2 formats et qu'on fait un format numéro 1, top 7, ensuite les back-off, c'est des back-off avec un drop load assez important, c'est-à-dire une baisse de la charge qui est assez importante, et avec une variation du posé, du stato, ce qu'on veut, un truc pour bosser un point faible, etc., renforcer une partie du mouvement, et qu'ensuite, séance bis, séance secondaire, enfin secondaire entre guillemets, dans la semaine, on se fait justement un format qui serait peut-être principal, straight set, 4 x 6, admettons, peu importe, où là, justement, l'intensité, elle est linéaire. Bah, du coup, on bénéficie du straight set. Et sur le format 1, on bénéficie aussi un peu du top set parce que bah, il crame pas trop. Enfin, même s'il crame, c'est pas trop grave puisque le focus des back-off est plus technique avec les variations qu'on va utiliser. On va vraiment avoir une intention. Donc, c'est pas trop grave en fait s'il y a une baisse de la force puisque la charge utilisée sera en adéquation avec ça, tu vois. Donc je me dis ça. Mais après, donc ça c'est une façon d'utiliser cette stratégie-là, même si on ne fait pas une phase préparatoire à une compétition, pour avoir ces bénéfices et cette progression assez rapide sur le nerveux. Mais le truc, c'est que si on fait ça trop longtemps, et là je te rejoins, c'est que bah, pour le coup, il y a un moment où ça s'épuise en fait. Ce bénéfice qu'on retire des top 7 finit par s'épuiser. Les gains de force assez rapides qu'on peut faire avec finissent par s'arrêter, quoi, tout simplement. Donc là, pour le coup, il faut re-rentrer dans une logique de construction un petit peu plus approfondie et spécifiquement que ça, quoi, de la construction, un peu moins de l'exploitation et justement avec beaucoup plus de formats straight set exclusifs, avec des rep range différents pour avoir des focus différents. Et donc, je te rejoins assez sur l'aspect, pour moi, il faut des blocs, entre guillemets, entre gros guillemets, full straight set, des blocs, entre guillemets, avec des focus top set back-off, même si ça peut être fait de plein de façons différentes, pour justement pas trop impacter les back-off. Et globalement, voilà. J'ai Ouais, pas ouais. trop d'autres trucs.
Ouais, ben c'est ça, ça c'est un truc que j'ai pas précisé et puis tu as bien fait de le faire. Ça en fait aussi, c'est ce que tu disais, c'est par exemple sur le top 7 si vous êtes, RPE 9 et qu'après si vous avez des back-off à faire, bon, bah, voilà, c'est peut-être pas hyper intéressant, mais si par contre, sur les top 7, le RPE est pas élevé ou après que vous allez enchaîner sur une variation qui est moins gourmande que le top 7, bah là, ouais, effectivement, ça peut être carrément plus intéressant. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, par rapport à ce sujet-là, là. Donc, vous avez compris, hein, les deux sont intéressants, bien sûr. Et puis, le dernier sujet, et ce qui est donc un sujet d'actualité, parce que maintenant, on va peut-être dérouler les podcasts comme ça. Avant, on vous traitait un grand sujet. D'ailleurs, dites-nous en commentaire. Je fais l'influenceur. Dites-nous en commentaire. Lâchez des likes, abonnez-vous à la chaîne. Euh, mais si vous kiffez plus qu'on développe un sujet sur un podcast pendant, on va dire, 1 heure, ou sinon traiter comme on fait là, différents sujets sur différentes thématiques. Donc là, sujet si réel, vous savez de quoi je parle. C'est Tonio qui l'avait publié, où, où il y a une fille qui se fait courser par un orang-outan avec des coudières ou je sais pas quoi, je sais plus c'était quoi, mais c'était très très drôle. Et donc du coup, ouais, l'importance des coudières au dips. Alors du coup, mon cher Victor, mon gros Victor, parce que Victor, il va bientôt se faire 85 kilos et changer de KT. Donc, Force de manger des glaces caramel beurre salé, tu vois. vive la Bretagne. Et, ah ouais, non, mais d'ailleurs, mais attends, tu vas être en moins de 80, donc tu vas te taper un petit déficit là avant Final Rap. De toute façon, déjà, laisse-moi tranquille. Moi, je suis super bien, là, gros. Je suis magnifique. J'ai pas dit le contraire. Je suis ton plus grand fan. Ah, mais t'inquiète, j'y travaille, j'y travaille. Ok, bon, ça veut dire on verra quoi. C'est ça. Ça va faire, Inch'Allah, comme on dit. ça va se faire vomir dans la chambre d'hôtel, ça va être génial. Ça va prendre des bains chauds et le Marco, il va mettre les draps sur le gros Vic pour qu'il transpire. Oh putain, quel cauchemar. Ouais, donc du coup, ton avis un peu, si t'en as un là-dessus, là, les coups d'hier au dips. Ah, c'est une bonne question parce que nous, pour être cohérent avec ce qu'on a dit jusqu'ici, on a dit quoi? On a dit que l'équipement, c'était entre guillemets, enfin, il y a toujours la team de ceux qui s'opposent à l'équipement et ceux qui sont pour l'équipement. En règle générale, donc nous, on a fait beaucoup référence aux ceintures et aux genouillères. Et nous, on a dit que bah, de toute façon, ceux qui s'opposent à l'équipement, c'est pas très intelligent parce que en réalité, l'équipement, comment dire, tu as fait carrément une vidéo YouTube donc là-dessus. C'est un peu l'avenir, entre gros guillemets, enfin, l'avenir. Nous, comme on le voit, dans le sens où bah, ça prévient quand même grossièrement des blessures, même si, voilà, ça j'ai répété 40 000 fois, mais il y a toujours cet argument de dire oui, mais tu peux mettre plus lourd, donc finalement la contrainte finit par être la même, alors qu'en réalité, bah non, c'est pas le cas. Bref, sans rentrer dans ce détail qu'on a développé 40 000 fois. Donc nous, on a toujours dit que l'équipement, il fallait le prendre et qu'en plus, eh ben, il faudra pas venir chialer si, comment dire, te toi, tu fais un squat, full row et que moi, je fais un squat équipé et que moi, je squatte plus que toi et que toi, tu dis: «Oui, mais regarde, moi, j'ai fait sans ceinture, sans genouillère». Oui, mais on s'en branle, c'est je t'ai battu, je t'ai battu, tu es derrière moi au classement, c'est c'est fini, tu vois? J'en Tu ai es rien à une, foutre, tu es une merde. merde, Voilà. tu pas de point bonus parce que tu as squatté row, tu vois? Il y a pas de note artistique, hein, on s'en branle. Donc voilà. Et donc, pour être cohérent avec ce qu'on a dit à ce moment-là, et ben, ce qui serait logique, ce serait de dire bon, bah, les coudières, allons-y, quoi. Allons, moi, je dis allons-y, pour être assez cohérent. Sauf que moi, intuitivement, j'aurais tendance à dire que je suis un peu, enfin, je suis pas contre, dans le sens où si les autres veulent en utiliser, ils peuvent en utiliser. Moi, je dirais pas
J'irai pas plaider pour une ligue sans coudière absolument, etc. Mais moi, je sais que j'en utiliserai pas. Je sais que j'ai pas envie. Pourquoi j'ai pas envie? Bah, c'est un peu con parce que voilà, je saurais même pas t'en dire pourquoi. Bah, je peux essayer de trouver des arguments un petit peu aussi. Moi, les arguments qui viennent à la tête, c'est que déjà j'ai la flemme d'en acheter. J'ai la flemme de dépenser de l'argent. J'ai la flemme de dépenser de l'argent pour ça. C'est le premier argument. Deuxième argument, ce serait quoi? Ce serait ouais, bah alors les genouillères. Les genouillères, moi je sais que je les garde tout le long que je fais mon squat. Donc je me dis voilà, ça me dérange pas plus que ça, voilà. Mais par contre, je me dis des coudières. Tu vois, quand je vois la taille de mes genouillères, ça remonte pas mal sur ma cuisse et ça descend pas mal sur mon mollet. Sauf que ma cuisse et mon mollet, ils sont moins grands que mon bras, comme tout être humain à peu près normal, tu vois. Sauf que du coup, si je mets une coudière, le truc il va me remonter haut, bref, je vais crever de chaud. Ça va être infernal, donc je serai obligé de l'enlever potentiellement entre chaque série. Ça va être un enfer, ça va me faire chier. Donc il y a cet aspect aussi organisationnel. Et globalement, c'est les principaux arguments. Après, bon, ouais, non, c'est les principaux arguments. Et après, moi, de toute façon, on a quand même si on a dit qu'on était pour l'équipement, on a quand même été nuancé dans le sens où on disait que voilà, tout ce qui est genouillère, moi, je connais pas toutes les marques. La seule qui me vient en tête, c'est Inzer. Après, je sais qu'il y a un truc genre Titan, je crois, quelque chose comme ça, qui sont donc très, très, très résistantes. Ouais, Nous, on a ouais, dit ouais, qu'on était Titan. quand même globalement, entre guillemets, enfin, moi, en tout cas, je suis quand même plutôt à nouveau contre dans le sens où moi, je sais que j'utiliserai pas. Et à nouveau, j'irai pas plaider pour que les autres s'en servent pas. Moi, ça, je m'en fous. Mais moi, pour moi, dans ma pratique, j'ai pas envie. Ça, c'est mon repère, c'est mon référentiel. J'ai pas envie de vraiment galérer en fait enfiler des genouillères. Et j'ai pas envie que d'avoir mes genouillères soit inconfortable. Et comme j'ai déjà dit, moi, mes genouillères, je les enfile comme des chaussettes. Elles sont pas dures à mettre. Et globalement, voilà quoi. Donc, c'est un peu mon développement qui reste, on va dire, un peu balbutiant. Je sais pas ce que toi t'en penses, ça m'intéresse d'ailleurs. Ouais. Bah ouais, bah alors peut-être que j'aurais un tout petit peu plus à dire que toi là-dessus. Pour se concentrer sur les dips, il y a quelques années, j'avais fait l'acquisition de coudières SBD, juste pour essayer, sauf que à cette époque-là, je faisais pas encore de la force. Donc j'aurais pas vraiment toutes les données pour dire si il y a un réel bénéfice ou non. J'ai plutôt envie de dire non parce que même à l'époque, j'avais pas trouvé, j'avais pas trouvé de réel bénéfice. Je suis comme toi en fait, je suis modéré. D'ailleurs, on m'avait posé la question par rapport à ça. Est-ce que tu es pour les coudières? Je dirais que je suis pas contre en fait. C'est un peu une réponse à la con. Mais c'est comme toi. Moi, je les utiliserai pas parce que je vois pas l'intérêt dans ma pratique et ça m'aide pas réellement. Mais par contre, l'interdire complètement, en vrai, je m'en fous aussi. C'est comme Victor là-dessus. Si je pouvais faire aussi un petit parallèle sur les genouillères, pour avoir testé récemment les SBD, d'ailleurs, j'avais dit que j'allais vous faire un retour. Bah, je vous le fais là, le retour. Je vous le fais en direct. Ça m'a pas du tout plu les genouillères Inzer parce que la seule explication SPD, que je vois. SPD, t'as dit. Non, t'avais pas dit Non, non, SPD? non, là je suis sur les genouillères Inzer. Dire. Ça m'a pas du tout plu parce que déjà elles sont fortement inconfortables par rapport au SBD, elles sont beaucoup beaucoup plus rigides et ça fait comme un gros pli à l'arrière du genou, c'est pas du tout agréable. Et en plus de ça, moi je suis lobard, je squatte plutôt en flex et quasiment aucun bon les genouillères là sont beaucoup plus faites pour les athlètes qui squattent en genoux ou qui squattent en high bar carrément. D'ailleurs, je les ai revendus à Melvin, un ami là qui squatte en high bar. Donc, et lui, par contre, pour le coup, il voit vraiment la différence. En fait, je pense qu'il faut, avant d'avoir son avis, il faut essayer. Bon, après, ça fait cher d'essayer. Hein. Pour les Inzer, je m'en suis tiré pour 240 balles, je crois, avec les frais de port et les frais de douane. C'est indécent comme prix. Bon, après, je les ai revendus pas beaucoup moins cher, mais bon, j'ai perdu un peu, quoi. Mais donc, ouais, pour ce qui concerne les coudières,
En fait, je dirais que le problème est un peu plus global et différent, c'est-à-dire qu'il faudrait s'accorder sur les fédérations. Et ça, on l'a abordé ce sujet-là aussi peut-être à l'international. Et de toute manière, au niveau national, là, actuellement, ça se pose pas parce que les coups d'hier ne sont pas acceptés. Moi, enfin, je trouve qu'elles sont utiles, les coups d'hier, dans un contexte. Et c'est un contexte d'ailleurs assez parlant parce que c'est quelqu'un que je suis dans une problématique de douleur au coude, etc. Ça peut quand même être vachement intéressant d'utiliser des coups d'hier dans ce cadre-là à l'entraînement pour justement réchauffer l'articulation, augmenter un peu la proprioception de l'articulation. Ça peut avoir des avantages non négligeables en fait sur le traitement des douleurs et la prévention des blessures. Donc là-dessus, vu qu'en plus de ça, en street lifting, on sollicite beaucoup le haut du corps, pour moi, c'est pas déconnant d'accepter les coups d'hier. Mais là-dessus, je suis comme Victor. Perso, moi, je les utiliserai pas. Et puis, je fais pas face à ces problématiques de douleur. Donc, pour moi, il y aurait pas d'intérêt. Mais voilà, ça, c'est là, cette question-là, ça serait plutôt à la fédération de la poser. Mais voilà. Voilà un peu sur les coups d'hier. Mais c'était très drôle d'ailleurs. Du coup, ça c'est un peu la question que je te poserais, toi, Victor, et parce que c'est un peu aussi la question enfin la finalité au niveau de la réflexion, c'est est-ce que les coups d'hier c'est de la triche? Est-ce que Tonio, ça dit ça? Ouais, ça. Alors mince, C'est bon, ça a c'est bugué. bon. Ah, est-ce que tu m'as entendu? Tu veux que je te répète la Bah, question? alors, j'ai entendu, je pense, quasiment jusqu'au bout, hein, que tu me demandais si du coup, Tonio était un tricheur, c'est ça? Ouais, et est-ce que du coup elle est légit la rep là à 180 qu'il a fait pour toi? Ou elle n'a ou elle n'a pas 190? la même. 190? Ouais, 100, oula, 190, putain, ouais. Putain, c'est tellement énorme que voilà. Et donc pour toi, ouais, ouais, ça te pose pas de soucis ou. Bah, c'est-à-dire, à partir du moment où le mec, il dips le squat moyen d'un moins de 73, bon, pour moi, tu vois, ça va, tu vois, ça passe, c'est bon. Non, mais en plus, tu Ouais, vois, je donc me dis, je m'y connais pas trop, tu vois, mais vu que les genouillères, c'est beaucoup plus populaire et utilisé, bah, je pense que la technologie est quand même plus avancée à ce niveau-là et que les mecs, ils investissent plus dessus et qu'on a du coup bah, des Inzer, des Titans, etc., qui sont super résistantes. Et je pense que pour les coups d'hier, il doit pas y avoir des trucs, enfin, j'imagine, hein, il doit pas y avoir des trucs autant résistants que ça. Ça doit bah pas être pour autant, moi quoi. les seuls coups d'hier qui valent réellement le coup, c'est les coups d'hier SBD, hein. Ouais, mais ça Et doit c'est pas des aider coups. proportionnellement autant que, tu vois, des genouillères comme celles qu'ils font actuellement, quoi, les Titans, les machins, Ah oui, etc. bien sûr, ouais, 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 Ça, je veux dire. c'est pas des néoprènes aussi rigides, effectivement. Et d'ailleurs, juste pour rappel aussi, Titan et Inzer, initialement, c'est des. Alors, surtout Titan, plus que Inzer, je crois, c'est des marques initialement d'équipés. Ok, ouais. C'est pour du power équipé, hein. Alors, voilà. Donc, est-ce que la question, peut-être qu'on clôturera là-dessus, est-ce que tu vas t'acheter les nouvelles SVD? Et des genouillères, tu veux dire? Ouais, tu sais, la nouvelle techno là qu'ils ont sorti là. En Je sais, peut-être que je me rachèterais les mêmes que j'ai, peut-être que je me rachèterais celles-ci parce que les miennes commencent à être très usées et c'est vrai que je les enfile, très facilement quand même. Mais, même j'hésite parce que ça reste quand même assez cher. Faudrait que j'ai un autre truc à acheter et j'ai pas trop de trucs qui me viennent à l'esprit là. Donc en vrai, Pas je des pense enfin, bandes de poignets? j'en ai déjà mais je les mets pas, j'aime pas. Je Ok. pourrais en mettre je pourrais en mettre peut-être sur le squat si je suis gêné, mais je sais que j'en mettrai pas sur les dips. Sur les dips, je trouve ça vraiment j'ai pas du tout aimé les fois où j'en ai mis. Bah moi du coup je les ai essayés ce week-end. Alors j'ai pas testé les A7 Rigor Mortis là, mais j'ai testé les nouvelles SBD ce week-end et
j'ai pas kiffé. Hein. Alors, j'ai pas squatté avec, je les ai juste enfilés, j'ai fait une flexion. Mais je pense que je les achèterais pas, moi, perso. Non, mais je pense, de toute façon, l'analyse que tu as faite tout à l'heure, tu vois, elle est bien de dire qu'en fait, tu vois, en fonction de la mécanique de ton squat, tu bénéficieras plus ou moins de genouillères très résistantes. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu as un squat très en hanche, et ben, ce qui va se passer, c'est que si tu as des genouillères super résistantes et un squat pas mal en hanche, c'est quand même la grande majorité de ceux qui font de la force, hein. C'est un squat low bar, donc généralement, on se penche quand même un petit peu plus. Donc si tu as des genouillères qui sont super résistantes, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas avoir une extension de genou prématurée en bas et tu vas avoir les fesses qui vont remonter excessivement et un porte-à-faux de ouf au niveau du dos. Ce qui fait que tu vas avoir une contrainte de malade sur les lombaires et ton gainage, il va céder et finalement, c'est ça qui va te limiter. En plus, tu vas pas avoir tes repères, etc. Donc, à moins d'avoir un squat mid-bar ou high-bar, ce qui est le cas la plupart du temps en équipé, les mecs qui ont des bandes de genoux, ils squattent tous, je pense, en high-bar parce que bah, tu bénéficies de ça, donc c'est pas pour rien que les mecs qui font ça. Donc, à moins d'avoir un squat comme ça ou à moins d'avoir, je sais pas, tu sais, d'avoir une stratégie où tu dis, OK, je sens que je suis fort en quad, mais je peux bénéficier de l'avantage mécanique de rapprocher de la barre de mes hanches, donc de la baisser dans mon dos. Donc je le fais. Donc finalement, je m'habitue à squatter un peu plus en hanche et petit à petit, ça finit par me convenir. Et en fait, tu te dis, bon, bah, il y a cette technologie qui arrive. Ok, moi à la base, je sais que je suis quand même naturellement plus fait pour squatter avec les cuisses. Bon, bah, je vais essayer de faire un bloc ou deux où je remonte un peu la barre sur le dos, de changer un peu ma mécanique et d'avoir ces genouillères quoi, pour voir si finalement bah, ça me convient mieux. Quoi. Ouais. Très bonne conclusion. Bah, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai regardé les stats là, il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés et qui écoutent là. Donc abonnez-vous ou je vous casse les jambes. C'est ouf ce mec, il est complètement taré. Ouais, abonnez-vous. Non, mais sans déconner, plus sérieusement, ça nous motive en tout cas nous à poursuivre, même si Bien sûr. on prend un énorme kiff chaque semaine à enregistrer ce podcast-là. Et donc voilà, abonnez-vous, lâchez les commentaires, lâchez les likes si vous êtes sur YouTube, et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Magnifique. Ciao, ciao.